Quadrige, grand texte, Michel Foucault, naissance de la clinique. ISBN 978-2-13-0536390. Préface. Il est question dans ce livre de l'espace, du langage et de la mort. Il est question du regard vers le milieu du XVIIIe siècle. Pomme soigna et guérit une hystérique en lui faisant prendre des bains de 10 à 12 heures par jour pendant 18 mois entiers. Au terme de cette cure, contre le dessèchement du système nerveux et la chaleur qui l'entretenait, Pomme vit des portions membraneuses semblables à des morceaux de parchemin trempés se détacher par de légères douleurs et sortir journellement avec les urines irritants du côté droit, se dépouiller à son tour et sortir tout entier par la même voie. Il en fut de même pour les intestins qui, dans un autre temps, se dépouillèrent de leur tunique interne que nous vîmes sortir par le rectum, l'œsophage, la trachée, l'artère, et la langue s'était dépouillée à leur tour. Et la malade nous avait rejeté différentes pièces, soit par le vomissement, soit par l'expectoration. Pomme, traité des affections vaporeuses des deux sexes, 4e édition, Lyon, 1769, T1, page 60 à 65. Et voici comment, moins de 100 ans plus tard, un médecin perçoit une lésion anatomique de l'encéphale et de ses enveloppes. Il s'agit des fausses membranes qu'on trouve fréquemment chez des sujets atteints de méningite chronique. Leur surface externe appliquée sur le feuillet arachnoïdien de la muture mère est adhérente à ce feuillet, tantôt d'une manière très lâche, et alors on les sépare facilement, tantôt d'une manière ferme et intime. Dans ce cas, il est quelquefois très difficile de les détacher. Leur surface interne est seulement contiguë à l'arachnoïde, avec laquelle ils ne contractent aucune union. Les fausses membranes sont souvent transparentes, surtout lorsqu'elles sont très minces, mais ordinairement, elles ont une couleur blanchâtre, grisâtre, rougeâtre, et plus rarement jaunâtre, brunâtre et noirâtre. Cette matière offre fréquemment des nuances différentes suivant les parties de la même membrane. L'épaisseur de ces productions accidentelles varie beaucoup. Elles sont parfois d'une ténuité telle qu'on pourrait les comparer à une toile d'araignée. L'organisation des fausses membranes présente également beaucoup de différences. Celles qui sont minces sont cohéneuses, semblables aux pellicules albumineuses des œufs et sans structure propre distincte. Les autres offrent souvent une de leurs faces des traces de vaisseaux sanguins entrecroisés en divers sens et injectés. Elles sont souvent réductibles en lames superposées entre lesquelles sont assez fréquemment interposés des cailloux sont plus ou moins décolorés. 1. A. L. J. Baer, Nouvelle doctrine des maladies mentales, Paris, 1825, pages 23 à 24. Entre le texte de Pomme, qui portait à leur forme dernière les vieux mythes de la pathologie nerveuse, et celui de Baer, qui décrivait, pour un temps dont nous ne sommes pas encore sortis, les légions encéphaliques de la paralysie générale, la différence est infime et totale. Totale pour nous,
puisque chaque mot de Bale, en sa précision qualitative, guide notre regard dans un monde de constante visibilité, alors que le texte précédent nous parle le langage sans support perceptif, des fantasmes. Mais cet évident partage, quelle expérience fondamentale peut l'instaurer en deçà de nos certitudes, là où elles naissent et se justifient? Qui peut nous assurer qu'un médecin du XVIIIe siècle ne voyait pas ce qu'il voyait, mais qu'il a suffi de quelques dizaines d'années pour que les figures fantastiques se dissipent et que l'espace libéré laisse venir jusqu'aux yeux la franche découpe des choses? Il n'y a pas eu de psychanalyse de la connaissance médicale, ni de rupture plus ou moins spontanée des investissements imaginaires. La médecine positive n'est pas celle qui a fait un choix objectal, porté enfin sur l'objectivité elle-même. Toutes les puissances d'un espace visionnaire par où communiquaient médecins et malades, physiologistes et praticiens. Nerfs tendus et tordus, sécheresse ardente, organes durcis ou brûlés, nouvelle naissance du corps dans l'élément bénéfique de la fraîcheur et des eaux n'ont pas disparu. Elles ont été déplacées plutôt et comme encloses dans la singularité du malade, du côté de cette région des symptômes subjectifs qui définit pour le médecin non plus le mode de la connaissance, mais le monde des objets à connaître. Le lien fantastique du savoir et de la souffrance, loin d'être rompu, est assuré par une voie plus complexe que la simple perméabilité des imaginations. La présence de la maladie dans le corps, ses tensions, ses brûlures, le monde sourd des entrailles, tout l'envers noir du corps que tapisse. Que tapissent de longs rêves, sans yeux, sont à la fois contestés dans leur objectivité par le discours réducteur du médecin et fondés comme autant d'objets pour son regard positif. Les figures de la douleur ne sont pas conjurées au bénéfice d'une connaissance neutralisée. Elles ont été redistribuées dans l'espace où se croisent les corps et les regards. Ce qui a changé, c'est la configuration sourde où le langage prend appui, le rapport de situation et de posture entre ce qui parle et ce dont on parle. Quant au langage lui-même, à partir de quel moment, de quelle modification sémantique ou syntactique, peut-on reconnaître qu'il s'est mué en discours rationnel? Quelle ligne décisive est donc tracée entre une description qui peint des membranes comme des parchemins trempés et s'étendre, non moins qualitative, non moins métaphorique, qui voit étalées sur les enveloppes du cerveau, comme les pellicules de blanc d'œuf, les feuillets blanchâtres et rougeâtres de Bayer sont-ils, pour un discours scientifique, des valeurs différentes, de solidité et d'objectivité plus denses que les lamelles cornées décrites par les médecins du XVIIIe siècle? Un regard un peu plus méticuleux, un parcours verbal plus lent et mieux appuyé sur les choses, des valeurs épithétiques fines, parfois un peu brouillées, n'est-ce pas simplement, dans le langage médical, la prolifération d'un style qui, depuis la médecine galénique, a tendu, devant le gris des choses et de leurs formes, des plages de qualité? Pour saisir la mutation du discours quand elle s'est produite, il faut sans doute interroger autre chose que les contenus thématiques ou les modalités logiques,
et s'adresser à cette région où les choses et les mots ne sont pas encore séparés, là où s'appartiennent encore au rare du langage, manière de voir et manière de dire. Il faudra questionner la distribution originaire du visible et de l'invisible dans la mesure où elle est liée au partage de ce qui s'énonce et de ce qui est su. Alors apparaîtra en une figure unique l'articulation du langage médical et de son objet, mais de sa préséance, il n'y en a point pour qui ne se pose pas de questions rétrospectives. Seul mérite d'être porté dans un jour à design, indifférent la structure parlée du perçu. Cet espace plein au creux duquel le langage prend son volume et sa mesure, il faut se placer et, une fois pour toutes, se maintenir au niveau de la spatialisation et de la verbalisation fondamentale du pathologique, là où prend naissance et se recueille le regard loquace que le médecin pose sur le cœur vénéneux des choses.